Mesdames et messieurs, nous y sommes dans 26 minutes en Afrique et dans le monde, votre émission hebdomadaire pour décrypter l'actualité hors de nos frontières. Et nous sommes bien sûr dans Dimanche C politique. Cette semaine, deux temps forts diplomatiques ont marqué l'actualité. D'abord, la rencontre très controversée entre Cyril Ramaphosa et Donald Trump qui a soulevé un malentendu jusqu'à Pretoria. L'Afrique du Sud peut-elle rétablir la vérité sans rompre les alliances stratégiques, notamment avec les États-Unis? Ensuite, le déplacement d'Emmanuel Macron en Indonésie, un pays non aligné clé dans la région Indo-Pacifique. Le président français y a plaidé pour une troisième voie, ni américaine ni chinoise. Mais cette stratégie est-elle possible et peut-elle inspirer un nouveau positionnement africain dans le monde multipolaire? Et bien sûr, nous aurons des réponses avec nos invités, analystes géopolitiques, que je salue déjà à ma droite, Romel Rondegnon. Bonjour. Bonjour Maël, bonjour Régis, bonjour chers téléspectateurs. Justement, en face de vous, Régis Arrossi, qu'on n'a plus vu depuis un moment. Bonjour. Bonjour Maël, bonjour Romel et bonjour à nos téléspectateurs. Déjà, je commence par vous. Comment analysez-vous déjà de prime abord cette rencontre, on peut dire presque infantilisante entre Ramaphosa et Trump? Alors, on est en train de parler ici d'une rencontre entre deux chefs d'État, notamment celui américain et celui de l'Afrique du Sud. Et il faut dire que cette rencontre intervient dans un contexte assez particulier où on sait que avec les derniers temps, avec les derniers éléments, les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique ne sont pas au bon point de leur forme. Et cela notamment marqué par l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Amérique et aux États-Unis d'Amérique qui a été expulsé, donc déclaré persona non grata, et cela à cause de plusieurs raisons, à cause de plusieurs dynamiques sur divers plans, notamment sur le plan économique où on sait que les relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud ne permettent pas, avec les droits de douane qui ont été imposés par les États-Unis à l'Afrique du Sud, de pouvoir être dans une position assez confortable. Et au-delà de cela, il y a des divergences de point de vue politique, notamment par rapport aux guerres qu'on rencontre dans le monde. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'intervient cette rencontre. Et la rencontre a eu lieu. Maintenant, les intérêts de chacune des parties, est-ce que ces intérêts ont été atteints? C'est justement l'objet de notre discussion. Justement. Alors, Romel Rondegnon, d'abord, Ramaphosa a nié, puis a minimisé cette rencontre. Qu'est-ce que cela sous-tend concrètement? D'abord, est-ce que Ramaphosa a minimisé cette rencontre? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut minimiser une rencontre avec le président des États-Unis d'Amérique? Très peu le peuvent, et certainement pas Cyril Ramaphosa, qui n'a pas pu expliquer convenablement les choses face au président de la République. En effet, cette rencontre avait un objectif principal, c'était de justifier que les Africans qui se situent en Afrique du Sud se voient arracher leurs terres d'après le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, et qu'il y aurait un génocide des Blancs en Afrique du Sud. C'est cela que le président Donald Trump n'a pas accepté, et pour cette raison, il a convoqué le président sud-africain dans son bureau. Déjà, le mot convoqué est assez fort en soi, donc il l'a appelé, et pour discuter sur cette question de génocide des Blancs en Afrique du Sud. Il était accompagné de plusieurs de ses partenaires, dont Elon Musk, qui est également l'homme le plus riche du monde et qui est un Sud-Africain
originaire de la Sud-Afrique. Et donc, on se pose des questions. Est-ce que Donald Trump était légitime pour cette question, pour faire cela? Probablement, je dirais que, étant donné qu'ils sont de la même race, c'est-à-dire la race blanche, alors effectivement, oui, il est légitime de se questionner sur le traitement de sa population, des gens qui nous ressemblent dans les autres pays. Et malheureusement, Donald Trump s'y est pris de façon assez maladroite, montrant notamment des images qui ne cadraient pas véritablement avec les faits. Il a montré des images de ce qui se passe à Goma, en RDC, pour justifier qu'il y aurait un génocide en Afrique du Sud, ce qui était assez maladroit et qui n'a pas manqué d'être souligné. Et malheureusement, malgré cette maladresse de la part de Donald Trump, Cyril Ramaphosa n'a pas réussi à justifier que non, les terres ne sont pas arrachées, non, il n'y a pas de génocide de blancs, et ça a effectivement déçu sa population. Voilà pourquoi les relations entre ces deux États sont assez tendues pour l'instant. Alors, Régis Arrossi, qui a manqué de stratégie de communication entre les deux parties réellement? Alors, de stratégie de communication, c'est vrai, il faut en discuter, il faut montrer que cela était l'enjeu. Mais contrairement à ce que M. Rommel vient de dire, moi je ne pense pas que Cyril Ramaphosa ait manqué de justifier quoi que ce soit. Parce que l'objectif de cette rencontre, pour moi, n'était pas forcément une certaine justification par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud. D'abord, l'objectif des deux parties était assez différent, je veux dire. Pour moi, l'objectif de l'Afrique du Sud était de partir, de négocier par rapport aux dynamiques économiques. Parce que l'Afrique du Sud se retrouve aujourd'hui dans une dynamique qui n'est pas forcément avantageuse avec les relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique du Sud, qui sont de plus en plus désagréables du point de vue où les avantages du point de vue douanier qui y avait ne sont plus présents. Et donc c'est dans cet objectif que Cyril Ramaphosa était parti pour négocier ces thèmes-là. Et malheureusement, ou je dirais oui, malheureusement, le président Donald Trump a voulu, lui, dans sa stratégie de communication, mettre l'accent sur un autre sujet qui est un sujet qui met beaucoup plus le président Cyril Ramaphosa dans une position inconfortable. Mais moi, je dirais que le président... prendre au piège. Non, moi, j'ai plutôt l'impression que le président Cyril Ramaphosa a plutôt joué le jeu et n'a pas cherché à entrer dans le piège que pourrait tendre le président Donald Trump, puisqu'on l'a vu, si Zelensky ne s'était pas mis dans une position de confrontation, peut-être qu'il aurait évité certaines choses. Donc, quand on prend ce fait, quand on prend cet exemple, le président Cyril Ramaphosa a essayé, lui, de ne pas entrer dans ce jeu de confrontation-là, qui pourrait faire en sorte que ses intérêts ne soient pas maintenus ou que le point de vue, la position des États-Unis soit encore plus rigide face aux négociations que celui-ci pourrait entreprendre. Et donc, pour moi, dans une certaine manière de dire, dans un point de vue de stratégie de communication, je pense que le président Cyril Ramaphosa a essayé, d'un certain point de vue, de pouvoir défendre et de montrer en fait que cet aspect de génocide des Blancs en Afrique du Sud n'est pas effectif parce que le gouvernement essaie de régler les problèmes qu'il pourrait y avoir par rapport à cela et n'est pas dans une dynamique de bannir ou de faire souffrir la race blanche, comme on peut le dire entre griffes. Oui, Rommel Daoudéon. Non, je pense que l'analyse était assez claire. Rissa a bien souligné les points nécessaires à cette compréhension. Néanmoins, il faut pas mettre à côté le fait que Donald Trump, dans sa politique de communication, c'est l'affront. Il affronte ses adversaires, il les met au pied du mur pour que ceux-ci acceptent ce qu'il veut réellement qu'ils acceptent. Et donc, dans cette stratégie, celui-ci a réussi à mettre au pied du mur le président sud-africain dans une certaine mesure, puisque le président sud-africain est celui qui a été décrié par les médias, par sa propre population qui s'est exprimée sur la question un bon nombre de fois. Et donc, certes, la politique qui consiste à éviter
le conflit est prudente, est très efficace, mais il faut l'éviter de telle sorte à ce que son vis-à-vis soit aussi satisfait. Donald Trump a essayé de le prendre à contre-pied sur un certain sujet. Il aurait très certainement pu mettre fin à ce débat pour toujours, et faire en sorte que Donald Trump, même si à l'avenir il décidait de remettre ce débat sur la table, se retrouve dans l'impossibilité de le faire parce que toutes les zones d'ombre auront été clarifiées et les partenariats économiques, commerciaux, politiques, etc. pourront être les points clés de leur prochaine discussion. Alors, comment rétablir la vérité sans rompre les alliances, Régis Arrossi? Rétablir les relations sans rompre les alliances, je pense que c'est assez faisable du point de vue des intérêts à prendre en compte. Déjà, la question qui fâche ou la question qui est la plus prédominante pour les États-Unis d'Amérique, c'est cet aspect social du point de vue de la société ou de la minorité blanche en Afrique du Sud. Si le gouvernement arrive à prouver par A plus B que les conditions sont mises en place pour que cette minorité soit d'une certaine manière prise en charge et n'ait pas de difficulté à vivre dans l'État en Afrique du Sud, je pense que ça pourrait aller sur ce chemin-là. D'un autre côté, c'est beaucoup plus la question économique. Est-ce que les discussions, les négociations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique pourront permettre à ce qu'on arrive à une certaine baisse de tension pour que les États-Unis puissent revoir leur position par rapport à l'Afrique du Sud? Cela va dépendre des intérêts des uns et des autres. L'Afrique du Sud a bien sûr des intérêts, ça c'est clair, c'est pour cette raison que elle a beaucoup plus intérêt à ne pas rentrer dans une sorte de confrontation. Mais les États-Unis aussi de l'autre côté, même si les échanges avec l'État de l'Afrique du Sud plutôt, les échanges avec l'Afrique du Sud ne sont pas assez considérables pour les États-Unis du point de vue des États-Unis d'Amérique. On pourrait quand même croire qu'il y a des entreprises américaines qui sont en Afrique du Sud et qui pourraient aussi bénéficier de cette bonne entente entre ces deux États. Et donc, les États-Unis aussi auront un intérêt à ce que les relations puissent être rétablies. Je pense que si de ces deux points de vue, les questions qui fâchent sont éliminées, on pourrait s'attendre à ce que les relations puissent se rétablir avec peut-être des éléments ou des conditions favorables qui pourraient venir par la suite, étant donné déjà que la confrontation a pu être d'une certaine manière évitée par le président Cyril Ramaphosa. Alors, et que dites-vous, Romelde Rondignon? Comment rétablir la vérité sans rompre les alliances, bien sûr? C'est tout simple, aller à la discussion. Les États de tout temps, à travers l'histoire, ont toujours su se mettre d'accord sur plusieurs points. Vous voyez, l'exemple le plus flagrant, c'est l'Allemagne, qui était l'antagoniste principal de la Seconde Guerre mondiale face aux États de l'Axe, qui aujourd'hui fait partie de l'Union européenne. Donc, le problème du soi-disant génocide, si je peux le dire ainsi, du génocide blanc souligné par Donald Trump en Afrique du Sud est assez mineur par rapport aux autres problématiques qu'ont été la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est assez simple pour les parties présentes de pouvoir se mettre à table et de discuter. D'autant plus que Cyril Ramaphosa l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas de génocide chez eux, les terres ne sont pas arrachées et chacun d'entre eux peut discuter ensemble pour éviter que les relations sur les autres plans soient entachées par des rumeurs ou plutôt des phénomènes qui n'existent pas réellement sur le territoire de l'Afrique du Sud. Donc c'est à l'Afrique du Sud d'aller vers les États-Unis d'Amérique, de les calmer, puisque les relations dépendent, si on peut le dire aussi, de l'humeur du président Donald Trump qui, par le passé, a augmenté les taxes pour plusieurs États et qui a montré que c'est lui qui est en position de force. Donc l'Afrique du Sud a le devoir, ou plutôt a intérêt pour sauvegarder ses propres intérêts à aller vers les États-Unis d'Amérique et essayer d'éviter le conflit en apportant les preuves, en apportant les témoignages des personnes qui vivent sur le territoire sud-africain pour témoigner véritablement du fait qu'il n'y a pas de génocide et que les relations cordiales, amicales entre les deux États n'ont pas à être entachées par ce genre de situation.
En clair, il faut repenser le protocole diplomatique entre les deux parties. Pas forcément le repenser, simplement mettre en place appliquer plutôt ce qui a été mis en place il y a longtemps déjà, c'est-à-dire faire des échanges, envoyer des diplomates pour communiquer. Tout simplement, c'est la communication, c'est la diplomatie entre les États, rien de plus, rien de moins. Alors, merci à vous. Je me tourne encore vers vous, Régis Arossi. Cette fois-ci, nous parlons de la France. France à Indonésie, bien sûr. En Indonésie, Emmanuel Macron a vanté une sorte de troisième voie dans un monde de plus en plus polarisé. Comment voyez-vous bien, quelle lecture faites-vous de sa visite en Indonésie? La visite en Indonésie du président français Emmanuel Macron s'inscrit déjà dans un contexte assez global où on sait que cette région du monde, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est, est aujourd'hui l'une des régions les plus prisées en matière économique et en matière d'évolution par rapport au développement, quand on prend en compte le fait que cette région constitue quand même, sur le point de vue du commerce, l'un des carrefours du monde de manière assez remarquable. Et après, il y a aussi cette influence donc de la Chine dans la région qui est d'un autre côté contrée par l'autre puissance, l'autre grande puissance qui sont les États-Unis d'Amérique. Donc c'est dans un contexte global ainsi présenté que le président français, lui maintenant, dans un contexte beaucoup plus rapproché, s'inscrit dans une dynamique de tournée dans la région. On sait que cette visite en Indonésie fait partie de 3 visites, notamment au Singapour et je pense dans un 3e pays, voilà, au Vietnam exactement. Et ces 3 pays, je dirais, Andrive, quand on prend les éléments ou les indices sur le terrain du point de vue économique et démographique, sont les pays les plus en forme, je dirais, dans la région et les plus grands. Et d'un point de vue économique et stratégique aussi, la France met en jeu les éléments qu'il faut pour pouvoir tirer les intérêts de ce contexte-là. Et d'un point de vue diplomatique aussi, la France essaie de jouer sur ces éléments qui sont présents et qui pourraient permettre à ce que son influence soit de plus en plus présente, de plus en plus remarquée dans la région. Romel Rondeillon, peut-on dire que l'Indonésie a vraiment besoin de cette alternative européenne? Eh bien, l'Indonésie, tout au long de son histoire, s'est montré comme pays non aligné. Ce qui signifie que cet État-là tend à ne pas montrer un attachement particulier à un axe dirigeant le monde, que ce soit aux Occidentaux ou à la Chine. Donc, l'Indonésie, de par cette position de non-aligné là, a intérêt à nouer des relations avec tous les États, les acteurs internationaux qui lui apportent des intérêts. La France lui en apporte notamment sur le plan sécuritaire parce que ils ont l'habitude d'acheter des armements de la France. Ils ont acheté, par exemple, 42 Rafales français en 2022. Ils ont acheté des sous-marins, ils ont acheté énormément d'armements chez la France, donc ce qui signifie que ils ont un partenariat assez constructif sur le côté armement. Mais la France a d'autres intérêts à aller vers l'Indonésie et c'est ce qu'on va questionner dans ce contexte-là. La France a ses intérêts en Indonésie, économique, culturel, géopolitique. Géopolitique notamment sur le plan d'une prochaine réunion qui se tiendra en juin 2025 et vis-à-vis de la situation de Gaza avec Israël, et elle a intérêt à avoir le soutien de l'Indonésie sur ce plan-là pour pouvoir lui permettre de faciliter la solution à 2 États que la France propose. Sur le plan économique, la France est le 4e investisseur en Indonésie, le 4e plus grand investisseur en Indonésie, a des milliers d'entreprises là-bas et a des milliers d'emplois là-bas. Donc effectivement, la France a intérêt à ce que leurs relations soient cordiales. Donc les deux ont un intérêt
réciproque à collaborer ensemble. Mais l'Indonésie l'affirme et le réaffirme, elle est non alignée et ne restera pas sur une voie proche de la France pour pouvoir faire valoir sa position sur la scène internationale. Merci à vous, Régis Arrossi. Cette diplomatie de juste milieu, donc, est-elle tenable dans un monde où les blocs se reconstituent? Dans un monde où les blocs se reconstituent, je pense que la question n'est pas forcément abordée de cette façon, puisque l'Indonésie s'inscrit pour moi dans une dynamique assez constructive quand on prend les éléments qui sont sur le terrain. Quand on prend le contexte, justement, je l'avais notifié, de l'influence de la Chine, des deux grandes puissances de la Chine et des États-Unis d'Amérique, on avait l'impression que les pays de cette région avaient deux choix uniquement. C'est-à-dire, soit vous êtes du côté des États-Unis, soit du côté de la Chine. Mais la France vient justement, comme on peut le dire, proposer une autre alternative pour dire que, en dépit de ces forces, de cette grande puissance qui sont là et qui ont une influence grandissante, vous avez aussi la possibilité de nouer des partenariats de coopération avec nous. Tout cela avec pour objectif de ne pas entretenir une certaine dépendance des pays de la région face aux acteurs, face aux partenaires. Et cela est intéressant pour les États de cette région. Mais dans l'autre aspect qu'il faut souligner, et Rommel l'a déjà évoqué un peu, c'est que la France a des intérêts. La France dit aujourd'hui qu'elle se propose comme une troisième voie, mais ne dit pas qu'elle a aussi intérêt à se positionner dans la région compte tenu de tous les avantages qu'offre la région. C'est plus de 3,5% du PIB mondial, la région, et en dehors de cela, une croissance démographique assez remarquable. Donc, la France a des intérêts dans la région. C'est pour cette raison qu'elle est présente. Et au-delà de cela, les autres États ont intérêt à beaucoup plus justement rentrer dans cette dynamique de diversification des partenariats, mais de pouvoir aussi assez réfléchir, assez justifier leur positionnement quand il s'agit de choisir un ou l'autre partenaire par rapport à certaines questions. Et c'est ce qui va faire que la diplomatie pour chacun de ces États, et notamment de l'Indonésie dont on parle ici, pourra être assez constructive et permettra à chacun de ces gouvernants ou de ces gouvernements de pouvoir atteindre leurs objectifs. Merci à vous, Régis Arrossi. Romer Rundegnon, le concept de troisième voie peut-il inspirer l'Afrique? Alors, le concept de troisième voie peut-il inspirer l'Afrique? Venant de la France, je ne pense pas, parce que plusieurs États ont manifesté, ou plutôt plusieurs peuples africains ont manifesté un certain intérêt à se détacher de l'influence française. Mais s'il s'agit d'une voie propre à l'Afrique, c'est-à-dire une voie pro-Afrique qui satisfait aux exigences de la population réellement, qui se détache de l'influence des Occidentaux, qui se détache d'une trop grande ingérence de tout pays extérieur à l'Afrique, alors je pense qu'effectivement ce concept de troisième voie peut signifier grandement pour l'Afrique. Alors, est-ce que la troisième voie de la France est dénuée d'intérêt? Je ne pense pas. Est-ce que la troisième voie qui serait proposée par n'importe quel pays extérieur au pays africain est dénuée d'intérêt? Je ne pense pas, puisque les pays, pour la plupart, je dirais pour tous, n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et donc, ce sont ces intérêts-là qui jouent dans les relations des uns avec les autres. Une troisième voie aujourd'hui, ça signifie quoi? Est-ce que c'est l'Occident? Est-ce que c'est les BRICS, comme les BRICS en font partie, l'Indonésie, ou est-ce que c'est une voie propre à l'Afrique que l'Afrique définira par elle-même? Je pense que c'est à l'Afrique d'en décider. Et la plupart des Africains, pour le moment, tendent à penser qu'effectivement, il faut que l'Afrique obtienne son autonomie propre, indépendamment de l'influence des autres États qui, par le passé, la chaperonnaient un peu trop au goût des Africains. Alors oui, une troisième voie pour vous, ça veut dire quoi pour l'Afrique?
vous avez posé une question assez pertinente que moi je trouve assez pertinente par rapport à est-ce que la troisième voie proposée justement par la France pourrait inspirer l'Afrique. Moi je vois cette question assez intéressante du point de vue où, qu'on le veuille ou non, la diplomatie française a de l'ingéniosité à certains moments pour pouvoir prendre de l'ascendant sur certaines questions. Et moi, je pense que particulièrement sur ce fait, l'Afrique devrait s'en inspirer. Je ne dis pas que l'Afrique devrait suivre la France, jouer à un jeu de la France en étant un pion de la France. Donc, ce que je dis, c'est que l'Afrique devrait aussi voir en cette région du monde une opportunité et chercher les moyens de pouvoir se rapprocher de plus en plus de cette région et de pouvoir aussi s'imposer sur divers plans, sur le plan diplomatique et sur le plan, sur d'autres plans de développement ou culturel. Parce que, bien vrai, l'Afrique, comme une proposition, comme une troisième voie, ne pourrait pas peut-être rivaliser en matière d'économie avec les pays individuellement, avec des pays comme les États-Unis d'Amérique, la France ou la Chine, mais sur d'autres plans, pourrait quand même essayer d'avoir des relations assez claires et assez solides avec les pays de cette région. Et moi, je pense notamment au plan culturel. Parce que sur le plan culturel, on pourrait quand même avoir des éléments à faire valoir de part et d'autre, des éléments culturels à faire, à promouvoir dans la région et vice-versa, promouvoir les intérêts de ces pays aussi en Afrique. Je pense que c'est une voie assez exploitable pour le continent africain, pour quand même devancer certains pays ou certaines régions dans les dynamiques qui se construisent de jour en jour avec cette région-là. Un mot, Romel Arundéon. Alors, M. Riss a absolument raison, mais j'aimerais apporter une nuance. Pour pouvoir proposer une troisième voie potable, l'Afrique doit d'abord se solidifier, c'est-à-dire se revoir sur elle-même, revoir ses propres forces, ses propres faiblesses et parvenir à parler d'une seule voix. Rares sont les institutions internationales aujourd'hui qui, en Afrique, ont assez de poids pour pouvoir parler d'une seule voix. On parle des bienfaits de la CEDEAO, c'est effectivement la meilleure institution sous-régionale d'Afrique. Il faut pas se cantonner à un petit bloc. Quand on parle de voix de l'Afrique, je suppose qu'on parle de tous les pays de l'Afrique. Donc ceux-ci devraient arriver à mettre ensemble, en commun, une stratégie valable pour faire pas une voie semblable à celle des autres, mais une voie de différenciation qui n'empiète pas sur les intérêts des autres et qui ne favorise pas non plus l'ingérence des pays étrangers. C'est ça le défi principal pour l'Afrique pour l'instant. Donc la principale chose à faire, c'est effectivement de revoir ses priorités, se solidifier soi-même, se développer à l'interne avant d'aller vers l'externe. Ou si c'est possible de le faire ensemble, en même temps. Merci à vous, Romel Arundéon. Je pense que je vais ajouter un petit mot sur le sujet. Oui, effectivement, la priorité pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver le moyen de pouvoir parler d'une voix unique. C'est vrai que c'est un défi, mais je pense que justement, comme l'a aussi notifié Romel l'a fait, cela pourrait se faire en même temps que l'appréhension ou le fait de pouvoir aller sur d'autres sujets, de pouvoir anticiper en fait sur d'autres dynamiques, parce que à force de rester concentré sur certains défis qui nous sont propres de manière, je dirais, interne à l'Afrique, on pourrait se laisser devancer sur d'autres politiques. Et pourquoi je le dis? Je le dis parce que le fait d'anticiper sur ces dynamiques pourrait aussi aider à régler certaines prérogatives ou certaines situations, certains problèmes au niveau de l'Afrique. Parce qu'on n'est pas sans savoir que les partenariats ou les coopérations sont assez bénéfiques et pourraient avoir des retombées qui pourrait donc aider les États africains à pouvoir se relever sur certains plans. Donc je ne dis pas forcément que la question
du défi, des défis qui sont liés à l'Afrique en elle-même sont à négliger et par rapport à l'anticipation qu'il faut y avoir sur les dynamiques dans d'autres régions, mais qu'il faut prendre en compte tous ces aspects pour pouvoir en bénéficier dans le temps. Parce que les relations internationales, ça va très vite. Et la meilleure personne, les États qui ont la meilleure diplomatie sont les États qui arrivent à en tirer profit, quels que soient les défis que ces États ont sur le plan interne ou sur le plan régional. Merci à vous, Régis Arossi, Romel Rondignon également. Merci à vous, mesdames et messieurs, des analyses profondes qu'on aurait bien voulu creuser de plus. Mais nous avons déjà égrené le temps. Nous avons consommé nos 26 minutes. À présent, nous allons retourner l'antenne à Angèle Toboula pour le grand débrief. Merci de nous avoir suivis. Merci une fois de plus à nos invités. Et on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de 26 minutes en Afrique et dans le monde la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.